Une jeune fille blanche avait été laissée suspendue à une pancarte « Terre indienne » jusqu'à ce qu'un Comanche solitaire la détache et change le cours de son destin. Aux abords de la colonie de Rosewood, plaines du Nord. Fin de l'été 1873. Le vent portait l'odeur du bois calciné et du sang. De minces rubans de fumée s'enroulaient encore au-dessus des restes des cabanes, dérivant à travers les clôtures brisées jusqu'aux champs de maïs noircis. Les oiseaux ne chantaient pas. Même le ciel, lourd de cendres, semblait détourner le regard. Au centre de la colonie en ruine se dressait un portail en bois. Ce qui avait été l'entrée fière d'un nouveau village de pionniers supportait désormais autre chose. Clara May, 19 ans, pendait, inerte, à la poutre transversale, les bras liés au-dessus de sa tête par une corde grossière. Le sang séché et craquelé tachait sa tempe et descendait jusqu'à sa clavicule. On lui avait pris ses bottes. Sa robe, autrefois bleu ciel, était déchirée à l'ourlet et striée de suie. Son menton reposait sur sa poitrine, mais le lent soulèvement de celle-ci la trahissait. Elle respirait encore. À côté d'elle, clouée au bois, une pancarte rudimentaire peinte en rouge dégoulinant « Terre indienne ». Un petit groupe de guerriers s'attardait sur la place, leurs chevaux broutant de rares touffes d'herbe. L'un d'eux, aux larges épaules, des peintures de guerre striant encore ses joues, se tourna vers la silhouette qui se tenait près du portail. « Sévéro, qu'ils voient tous ce qui arrive quand ils volent notre terre. » Un autre, plus jeune, bougea, mal à l'aise. « Ce n'est qu'une fille. » Elle portait la robe des colons. Elle en paie le prix. Un troisième homme, qui n'avait pas encore parlé, s'avança. Il était mince, vêtu d'une douce peau de dame, ses longs cheveux sombres attachés par une bande de tissu rouge délavé. Il s'appelait Tian, et bien que son sang fût Comanche, ses yeux ne portaient aucune de la fureur des autres. Il leva les yeux vers la jeune fille. Elle était à peine consciente. Sa lèvre était fendue. Des mouches tournoyaient près de ses blessures, et pourtant, elle s'accrochait à la vie. « Alors je paierai aussi le mien, » dit-il. Les autres se tournèrent. « Qu'est-ce que tu fais, Comanche ?» « Elle respire encore, » dit simplement Taïan. « Elle est de sang collant, mais elle est humaine. » Sans attendre leur approbation, Taïan s'avança. Il tira de sa ceinture un couteau, propre, bien entretenu, et commença à grimper sur le poteau du portail. Le bois craqua sous son poids, soulevant un nuage de cendres. « Touche cette corde et tu perds ta place dans le cercle, » prévint l'un des guerriers. Tian ne dit rien. Il atteignit la poutre transversale. Le soleil frappa le visage de la jeune fille. Un œil s'ouvrit en un battement, puis se referma. D'un geste vif, le couteau trancha la corde. Clara tomba en avant dans ses bras, souple et légère comme une plume. Il descendit lentement, la portant comme un faon blessé. Le vent souleva ses cheveux. La pancarte peinte au-dessus d'eux claqua une fois, puis s'immobilisa. Les autres guerriers se détournèrent en marmonnant. L'un d'eux cracha dans la poussière. Mais aucun ne l'arrêta. Taïan traversa les vestiges du village, enjambant les poutres calcinées et le verre brisé, jusqu'à ce que la dernière cabane en ruine soit derrière lui. Il trouva son cheval attaché près d'un puits et déposa doucement Clara sur le sac de couchage jeté en travers de la selle. Alors qu'il montait et tournait l'animal vers l'est, Clara s'agita. Elle gémit, essaya de s'asseoir, mais n'y parvint pas. Sa voix craqua comme une écorce sèche. « Laissez-moi partir. » Taïan ne dit rien.
Elle entr'ouvrit les yeux et vit son visage, le cuir, les plumes, la peau sombre. Son corps fut secoué d'une panique soudaine. Elle se tordit, tomba du cheval et heurta durement le sol. Elle essaya de ramper, traînant ses membres meurtris vers les bois. Tian descendit de cheval et s'approcha d'elle. Non, haleta-t-elle en reculant. Ne. Elle attrapa une pierre, la lança faiblement et manqua sa cible. Puis elle le regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, sa voix s'éleva, rauque, brisée. Tuez-moi, c'est tout. Vous, les sauvages, vous avez déjà tout pris. Ses mains tremblaient, ses épaules furent secouées de sanglots, puis elle s'effondra. La pierre roula de sa paume. Sa tête s'affaissa contre la terre. Taian s'agenouilla à côté d'elle, balayant la poussière de sa joue. Il la regarda non comme une ennemie, ni même comme une victime, mais comme quelque chose de trop humain pour être laissé suspendu. Il la souleva de nouveau, ses bras la tenant fermement, sa voix basse. « Tu n'es pas encore morte, murmura-t-il, et il l'emporta dans les arbres. Le ruisseau murmurait doucement en serpentant à travers les pins, sa surface captant le peu de lumière qui filtrait du ciel gris. Au-delà, niché sous une crête et à moitié englouti par les broussailles, se trouvait un abri oublié. Des poutres blanchies par le soleil, un toit rapiécé avec de l'écorce et de la boue, le genre d'endroit que plus personne ne revendiquait. C'est là que Taian l'amena. Clara ne bougea guère pendant le trajet. Sa tête ballottait contre la couverture de sel. Ses lèvres étaient gercées par le soleil et la soif. Taian ne dit rien du voyage. Il la souleva avec précaution, la porta à l'intérieur et l'allongea sur le petit lit d'herbe tressée. La poussière s'éleva. L'endroit sentait le bois humide et la mousse. Il alluma un feu, versa de l'eau de sa gourde et trempa un chiffon pour le presser contre son front. Quand elle se réveilla, c'était le soir. Elle hurla. « Restez loin de moi !» Sa voix était rauque, mais assez tranchante pour couper. Elle se traîna vers un coin en grimaçant, la douleur fulgurant dans ses côtes. Taian recula sans un mot, posant le chiffon humide à côté d'elle. Il quitta la hutte, s'assit près du feu extérieur et la laissa respirer. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, lui non plus. Le lendemain matin, Clara essaya de partir. Elle dévala la colline en trébuchant, atteignit les arbres, mais sa cheville céda et elle tomba lourdement. Quand elle reprit conscience, son visage était pressé contre des aiguilles de pin et sa robe était accrochée à un buisson d'épines. Ses bras refusaient de se lever. Tian apparut silencieusement, s'accroupissant à côté d'elle. « Ne me touchez pas, haleta-t-elle. Il ne le fit pas, il attendit simplement. Quand la douleur l'empêcha de respirer, elle détourna le visage. Il la souleva de nouveau, lentement, et la ramena à l'abri. Il ne parla pas, ne la gronda pas. La deuxième fois qu'elle tenta de s'échapper, ce fut au crépuscule. Elle rampa jusqu'au ruisseau et s'évanouit au bord de l'eau. Il la trouva affalée dans la boue. La troisième fois, elle n'essaya pas. Mais quand elle ouvrit les yeux et se retrouva une fois de plus enveloppée dans une couverture, sa colère explosa. Elle repoussa la couverture. « Pourquoi ne me tuez-vous pas comme les autres ?» Tian était assis en face d'elle, les jambes croisées, les mains ouvertes sur ses genoux. « Je n'ai pas brûlé ta maison, » dit-il doucement, « mais j'ai vu qui l'a fait. » Elle le fixa, respirant difficilement. « Mon peuple, continua-t-il, Comanche, Kiowas,
Cheyennes, ce sont eux. Je ne mentirai pas. Sa lèvre trembla. S'ils t'ont pris une maison, dit-il, alors je t'en rendrai une. Elle tressaillit, comme incertaine s'il s'agissait de gentillesse ou d'une autre forme de contrôle. Il se leva lentement et partit. Plus tard, une odeur de fumée entra, pas celle d'un incendie, mais celle d'un bouillon. Il revint tenant un bol en argile d'où s'élevait de la vapeur. Elle était maintenant assise, le dos raide contre le mur. Son poignet était enflé, ses doigts gourds. Elle le regarda avec méfiance. Il s'agenouilla à côté d'elle et lui offrit le bol. Elle ne le prit pas. Sa main ne pouvait se refermer. Il le remarqua. Sans un mot, Taïan trempa la cuillère, souffla doucement dessus et la porta à ses lèvres. Elle hésita, puis entr'ouvrit la bouche. La première cuillerée passa difficilement, la seconde plus facilement. Elle toussa une fois, puis continua. Elle observait son visage pendant qu'il la nourrissait. Pour la première fois, non comme quelque chose d'étranger, non comme une menace, non comme un monstre. Il n'y avait ni fureur dans ses yeux, ni jugement. Seulement quelque chose de calme, de solide. Quel est votre nom? Demanda-t-elle doucement entre deux gorgées. Taïan. Elle hocha la tête une fois. Ses doigts se crispèrent légèrement sur la couverture. Dehors, le vent bruissait dans les pins. À l'intérieur, pour la première fois depuis des jours, Clara May ferma les yeux. Non pas à cause de la douleur, mais d'une chaleur qui s'installait dans sa poitrine. Pas la sécurité, mais sa silhouette. Les jours passèrent lentement à l'ombre de la crête, marqués non par des horloges ou des calendriers, mais par le lever et le coucher de la lumière à travers les fentes du toit de l'abri. Le corps de Clara guérissait par fragments, les bleus virant au jaune, les coupures se refermant en de fines lignes roses. Mais sa confiance revenait plus lentement, si tant est qu'elle revint. Elle sursautait encore au bruit du bois qui craque. Elle tressaillait encore quand Ian bougeait trop vite, mais elle n'essayait plus de fuir. Elle l'observait à la place. Il était si silencieux qu'elle en oubliait parfois sa présence. Il marchait pieds nus dans la hutte, ne claquait jamais une porte, n'élevait jamais la voix. Quand il parlait, c'était bref, des mots simples en anglais, choisis avec soin. Mange, disait-il le matin, en posant du pain chaud sur un tissu près du feu. Oh, quand il revenait du ruisseau avec un seau frais, les épaules humides de sueur. Et puis, un après-midi où elle se figea au son lointain du tonnerre, se recroquevillant sur elle-même comme une feuille, il s'agenouilla à côté d'elle et posa une main sur le sol. En sécurité, dit-il, pas la guerre. Elle le regarda, sans le croire tout à fait, mais une partie d'elle, une partie profonde, hélas, voulait le croire. Tian n'insistait pas. Il ne la couvait pas du regard. Chaque matin, il se levait avant elle et laissait quelque chose près de la porte. Parfois une lanière de viande séchée, d'autres fois une poignée de baies sauvages ou un morceau de pain de maïs chaud enveloppé dans un tissu. Elle ne le voyait jamais les déposer, mais ils étaient toujours là, comme des offrandes, comme de petites vérités silencieuses. Il dormait près du foyer. Elle dormait contre le mur. La distance entre eux n'était pas forcée, mais choisie. Un matin, alors que la brume s'accrochait aux arbres et que l'air avait un léger goût de cendre, Clara sortit et le vit assis sur une pierre plate, penché sur un morceau de bois pas plus grand qu'un pain. Son couteau bougeait avec soin, non pour trancher, mais pour façonner. Elle regarda en silence, les bras croisés contre le froid. Plus tard dans l'après-midi, quand il partit chercher de l'eau,
Elle s'approcha de la pierre et vit la sculpture qu'il avait laissée. C'était un oiseau, ou presque, ses ailes à moitié déployées, sa tête levée. Le détail était brut, mais vivant, comme s'il était à mi-chemin entre la naissance et l'envol. Elle passa doucement ses doigts sur les ailes, puis pressa son pouce contre le bord inachevé. Ce soir-là, quand il revint et la trouva près du feu avec l'oiseau de bois sur ses genoux, elle ne le cacha pas. Elle leva les yeux vers lui et dit doucement: « Si tu me sculptes des ailes, j'essayerai de voler. » Il ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard changea. Le lendemain, elle aida à ramasser du bois de chauffage. C'était maladroit au début. Sa cheville la lançait encore et ses bras étaient faibles. Mais elle ramena un petit fagot à la hutte et le posa près du mur sans tomber. Il l'observa, mais ne fit aucun commentaire. Cette nuit-là, elle remua le ragoût pendant qu'il coupait des racines. Le moment était calme, banal, jusqu'à ce qu'elle renverse accidentellement du sel dans la marmite et marmonne une injure à voix basse. Tian leva les yeux de ses racines, haussa un sourcil et dit d'un ton sec: « Mauvaise magie ?» Clara cligna des yeux, puis éclata de rire. C'était la première fois qu'elle riait depuis des semaines. Un son bref, surpris, mais réel. Tian pencha légèrement la tête, les coins de ses lèvres se contractant. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Ils mangèrent ensemble dans la chaleur du feu, épaule contre épaule, sans se toucher. La vapeur s'échappait des bols qui sentaient l'oignon sauvage et l'os. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais quelque chose passait entre eux, quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Quand elle se brûla la langue, il lui tendit une tasse d'eau fraîche avec un grognement doux et amusé. Quand il oublia de remuer la marmite et que le fond attacha, elle marmonna: « Ça a un goût de vengeance. » Et il eut un petit rire, un son grave et peu utilisé. Plus tard, alors qu'il nettoyait les bols, elle lui demanda: « Pourquoi restes-tu seul ici? » Tian s'arrêta. « Trop de tombes, » dit-il. Puis il ajouta: « Pas les miennes. » Elle hocha la tête. C'était suffisant. Cette nuit-là, allongée sur son lit de roseaux tressés et de fourrure, elle fixa l'oiseau sculpté sur l'étagère de l'autre côté de la pièce. Ses ailes étaient encore incomplètes, mais quelque chose en lui serrait la poitrine, non de chagrin, mais de possibilité. Elle ne l'aimait pas encore, et il ne le lui demandait pas. Mais, pour la première fois depuis que son monde avait brûlé, elle se sentait moins comme un fantôme et plus comme une jeune fille à nouveau, assise près d'un feu, partageant un ragoût avec un étranger qui ne lui semblait plus en être un. Et, dans le silence entre eux, un petit feu s'alluma, ni bruyant, ni sauvage, mais assez chaud pour durer. Le froid arriva tôt cette semaine-là, dévalant des collines comme un avertissement. Le feu à l'intérieur de l'abri crépitait doucement, enveloppé dans l'odeur de la résine de pin et du bouillon qui mijotait. Dehors, les arbres ployaient légèrement sous le vent. Leurs branches effleuraient le ciel comme des doigts décharnés, cherchant quelque chose de perdu. Clara était assise près du foyer, les genoux ramenés sous la couverture de peau que Taïan avait rapiécée la veille. Ses doigts jouaient avec le bord du tissu, non par froid, mais à cause du silence entre eux. Taïan était à côté d'elle, sculptant à nouveau, sa lame chuchotant contre le bois. L'oiseau avait de nouvelles plumes maintenant, des lignes plus affirmées, des ailes plus ouvertes. Clara le regarda prendre forme un long moment avant que sa voix,
calme et fêlé, ne brise enfin le silence. Ils ont tué mes parents, dit-elle, les yeux toujours fixés sur le feu. Pas dans une bataille. Ils sont juste entrés dans la maison. Ils ont tiré dans le dos de mon père alors qu'il était près du poêle. Ma mère a hurlé. Ils l'ont traîné dehors et lui ont tranché la gorge. Tyan ne bougea pas. La voix de Clara vacilla, mais ne s'arrêta pas. Ma sœur a essayé de courir. Elle avait 14 ans. Ils l'ont attrapée, l'ont emmenée. Je ne sais toujours pas si elle est en vie. Le feu pétilla brusquement. Tyan restait immobile, respectueux dans son silence. Je me suis caché dans le cellier, continua-t-elle. Ses mains étaient maintenant jointes sur ses genoux. J'ai regardé à travers une fente du plancher pendant qu'ils brûlaient les Thompson vifs dans leur cabane. De l'autre côté, je pouvais les voir par la fenêtre. Monsieur Thompson protégeant son bébé avec son manteau. Ça n'a servi à rien, ils ont tous brûlé. Chaud, Dico, Bodheim. Elle se tourna vers lui, les yeux secs mais brillants d'une lueur plus profonde que les larmes. Ils ont peint les portes avec du sang. Je n'oublierai jamais cette odeur. Tyan posa lentement sa sculpture. Sa voix était grave, comme la terre qui bouge sous la neige. Je n'étais pas là, dit-il, mais mon peuple y était. Clara ne dit rien, mais son corps se raidit. J'ai été enlevé par les Comanches quand j'avais 5 ans, dit-il après un moment. Mes vrais parents, je ne m'en souviens pas, juste le feu, les cris. Puis plus rien. Une femme de la tribu m'a élevé. Elle n'avait pas de fils, alors je suis devenu le sien. Il se pencha en arrière, ses yeux suivant les lignes du toit au-dessus d'eux. Mais je n'ai jamais vraiment été l'un d'eux. Trop pâle, les cheveux pas assez sombres, les yeux d'un coyote, disait-il. J'ai appris à me battre, à chasser, à monter à cheval, mais je n'ai jamais appartenu. Clara pencha la tête. Pourquoi t'ont-ils gardé? Tyan eut un sourire vide. Parce que j'ai survécu. Cela me rendait utile. Elle hocha lentement la tête, puis demanda. Et pourquoi m'as-tu aidé? La question flotta dans l'air entre eux. Le regard de Tyan croisa le sien, ni fuyant, ni distant, mais perçant d'honnêteté. Parce que si quelqu'un m'avait aidé, dit-il doucement, peut-être que je ne serais pas si doué pour être seul. Les mots se posèrent entre eux comme une offrande silencieuse, pas pour convaincre, pas pour gagner, juste la vérité. Clara baissa les yeux sur ses mains, les doigts toujours enroulés autour de la couverture de peau. Sa poitrine lui faisait mal. Non de colère, non de peur, mais d'un poids aigu et inconnu de reconnaissance. Ils n'avaient pas vécu les mêmes vies. Ils ne venaient pas du même sang, mais la douleur avait tracé les mêmes lignes dans leurs deux cœurs. Elle se leva et se dirigea vers un petit tas de fournitures que Tyan avait rassemblées au cours des dernières semaines. Des chutes de cuir, des tendons, des boutons cassés, du tissu plié. Elle s'agenouilla, choisit un carré de peau souple et s'assit près du feu. Tyan la regarda sans parler pendant qu'elle enfilait une aiguille avec un soin lent et délibéré. Ses doigts tremblaient encore légèrement à cause de son poignet en guérison, mais elle travaillait quand même, cousant de petites lignes inégales jusqu'à ce que le tissu commence à prendre forme. C'était un mouchoir, brut sur les bords, mais solide. Quand elle eut fini de coudre la bordure, elle leva les yeux vers lui. « Je n'avais jamais rien cousu avant, dit-elle. Ma mère, oui, mais moi, j'étais toujours trop maladroite. Il haussa à peine les épaules. Il me semble entier. Elle sourit,
un sourire petit et vrai. Puis, sans explication, elle reprit l'aiguille et cousit un dernier mot dans le coin en lettres capitales et inégales. Tian. Elle le lui tendit. Il ne le prit pas tout de suite, se contentant de le regarder, comme s'il ne savait pas s'il devait être honoré ou honteux. Ce n'est pas grand-chose, dit Clara, mais c'est la première chose que je fabrique qui ne soit pas pour survivre. Il tendit la main et accepta le tissu, le pliant soigneusement, doucement, comme s'il était fragile. Puis, pour la première fois depuis la nuit où il l'avait détaché, il prononça son nom. Clara. Elle croisa son regard, non comme un comanche, non comme une fille perdue dans la guerre, mais comme deux personnes marquées par le même feu, simplement de part et d'autre de la flamme. Le matin était calme, de ce genre de calme qui précède la rupture. Le brouillard drapait les arbres à l'extérieur de leur abri, étouffant le chant des oiseaux et la brise. Tian était partie tôt pour vérifier les collets près du ravin, tandis que Clara broyait des glands près du feu, fredonnant un vieil hymne sans paroles. Un instant, la guerre parut lointaine, puis vint le martèlement des sabots. Doux au début, de simples murmures dans le sol, mais Tian les sentit avant elle. Il s'arrêta, se tourna vers l'est, les muscles tendus. Clara sortit, un panier à la main, et le vit fixer le brouillard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Puis, des silhouettes émergèrent, torse nu, peints, armés, des guerriers comanches, son peuple. D'autres suivirent, six en tout, colliers d'os, franges de cuir, de la peinture comme du sang sur leurs joues. Le chef s'avança, les yeux rivés sur Tian. « Tu n'es pas oublié, dit-il en comanche, ni pardonné. » Tian resta ferme. « J'ai laissé la guerre derrière moi. »« Tu l'as amenée avec toi, » répliqua l'homme sèchement, en jetant un regard à Clara. « Tu caches celle que nous avons marquée. Elle devait brûler. Tu l'as abritée. »« Elle n'était pas le feu, » répondit Taïan. « Elle était la cendre. » Un autre guerrier s'approcha, le visage durci par la colère. « Elle est la preuve vivante de notre échec. Les autres oublieront. La lignée doit rester pure. » Taïan se plaça devant Clara. « Vous ne la toucherez pas. Les hommes n'attendirent pas. » L'un d'eux agrippa l'épaule de Taïan. Il le repoussa violemment, et le combat éclata. Les coups pleuvaient, violents, poings, coudes, un coup de crosse de lance dans les côtes. Clara hurla lorsqu'il tomba, le sang maculant sa joue. Mais même à genoux, il restait un rempart entre elle et eux. « C'est à moi de la protéger, » rugit-il. « Pas à vous de l'achever. » Mais il était seul. Ils le traînèrent vers les arbres, ses talons creusant des sillons dans la terre. Même alors, il cria « Clara, fuis !» Elle courut, mais pas à l'aveugle. Elle courut vers le ravin, vers la grotte cachée derrière les rochers moussus, rampa à l'intérieur et se blottit contre la pierre, les mains sur la bouche pour étouffer ses sanglots. Dehors, les cris s'estompèrent. Des bruits de sabots s'éloignèrent. Puis, le silence tomba. Elle attendit quelques minutes, peut-être plus, jusqu'à ce que ses genoux soient endoloris par sa position accroupie et son cœur serré par la peur. Alors, elle retourna sur ses pas vers la clairière. « Taïan » appela-t-elle doucement. Elle le trouva affalé près du foyer, le sang séché sur sa tempe. Sa poitrine se soulevait, mais à peine. Tremblante, elle se laissa tomber à ses côtés, écartant les cheveux de son visage. Ses paupières frémirent. « Tu es resté, » murmura-t-il. Puis il devint immobile.
Les jours suivants se confondirent dans un brouillard de peur, de sueur et de travail acharné. Sa fièvre montait. Il marmonnait des mots incohérents, appelait son nom, des noms qu'elle ne connaissait pas. Elle essaya tout, des linges frais, des tisanes d'écorce, des herbes broyées, mais rien n'y faisait. Au 5e matin, épuisée et vidée, elle remplit une sacoche de cuir, attacha un couteau à sa taille et partit. Elle s'enfonça à travers les ronces, gratta la mousse au bord des ruisseaux, racla l'écorce de saule avec des mains en sang. Un serpent siffla une fois près de ses pieds. Elle ne cria pas. Elle ne s'arrêta pas. Quand elle revint, la nuit était tombée. Taïa n'avait pas bougé. Elle fit bouillir ce qu'elle avait trouvé, lui donna la mixture cuillerée par cuillerée, lui épongea le front et chanta doucement. « Reste avec moi, murmura-t-elle en lui tenant la main. S'il te plaît, reste. À l'aube, sa fièvre tomba. Il ouvrit les yeux, fatigué, rougi, mais clair. « Tu es revenu, dit-il d'une voix rauque. Je ne suis jamais parti, répondit-elle, laissant enfin couler ses larmes. Et quand il referma les yeux, ce n'était pas de douleur, c'était de paix. Taïan se réveilla à l'odeur de la fumée, non pas celle du danger, mais cette douce fumée d'herbes médicinales qui s'accrochait aux feuilles curatives. Le feu crépitait doucement dans le foyer en pierre, projetant une lumière orangée sur les murs en bois de l'abri. Son corps était parcouru de vagues de douleurs sourdes et sa tête battait au rythme de sa respiration, mais la fièvre avait disparu. Le feu était réel. Il était encore en vie. Clara était assise près de l'âtre, les genoux ramenés contre sa poitrine, une couverture enroulée serrée autour de ses épaules. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle et maculé de terre, mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur les flammes, refusant de céder au sommeil. Sa tête piqua du nez une fois, 2 fois, dans sa lutte contre l'épuisement. Elle ne remarqua pas qu'il était réveillé jusqu'à ce qu'il bouge légèrement. Elle releva la tête, surprise. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien. Ses lèvres étaient trop sèches, sa gorge trop irritée. Mais dans son regard, il y avait une question, un étonnement silencieux. Elle se pencha, versa de l'eau d'une tasse en étain et la porta à sa bouche. Il but lentement, grimaçant au goût amer des herbes. Quand il eut fini, elle posa la tasse et prit un chiffon humide, épongeant doucement la sueur qui perlait encore sur son front. « Tu es resté ?» dit-il d'une voix rauque, à peine plus qu'un souffle. Clara ne sourit pas, elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. Il ferma les yeux, laissa la chaleur du feu caresser sa peau, laissa le son de sa respiration l'ancrer au présent. « Je pensais, commença-t-il, mais elle le coupa doucement. « Je sais. » Elle se rapprocha, sa voix éraillée mais ferme. « Tu n'arrêtais pas de m'appeler, dit-elle, même quand tu peinais à respirer. » Taïan rouvrit les yeux. La lueur du feu donnait à son visage un air plus âgé, plus usé. Il y avait des rides près de sa bouche qui n'étaient pas là quelques semaines plus tôt. Mais il n'y avait plus de peur en elle, plus d'hésitation, plus aucun besoin de fuir. « Je pouvais t'entendre, » ajouta-t-elle, presque pour elle-même, même quand j'étais cachée, même quand j'avais trop peur pour bouger. Taïan ne lui demanda pas pourquoi elle était revenue. Il n'en avait pas besoin. Dans les jours qui suivirent, il guérit lentement. Ses forces revinrent, muscle après muscle. Clara lui apportait du bouillon, changeait ses bandages, l'aidait à s'asseoir quand la douleur dans ses côtes se ravivait.
Elle ne mentionna jamais son départ, pas une seule fois. Chaque matin, alors que l'aube se levait sur la cime des arbres et illuminait la clairière d'or, Clara se réveillait et trouvait quelque chose déposé juste devant la porte. Le premier jour, ce fut une unique plume, longue et gris argenté, glissée dans une lanière de cuir. Le deuxième, un petit pot en argile contenant une jeune pousse qui perçait déjà la terre, ses racines enveloppées de mousse. Le troisième, une pierre gravée de deux oiseaux, l'un les ailes ouvertes, l'autre perché à ses côtés. Et puis, un matin, elle trouva la sculpture achevée. L'oiseau en bois, maintenant complet. Les ailes entièrement déployées, le poitrail bombé, les yeux grands ouverts. Il était posé sur une pierre plate, attendant dans les premiers rayons de lumière. Elle le prit dans ses mains, parcourant du doigt les rainures qu'il avait creusées, sentant chaque coup comme s'il portait les battements de son cœur. Quand elle le rapporta à l'intérieur, Taïan était réveillé, assis droit, avec une couverture sur les épaules. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il n'y avait plus aucune question entre eux. Elle posa délicatement l'oiseau sur l'étagère au-dessus de l'âtre. Puis, elle s'assit à côté de lui, épaule contre épaule, son silence disant tout ce qui devait être dit. Elle n'était pas restée par pitié, elle n'était pas revenue par devoir ou par obligation. Ce n'était ni un sauvetage, ni une dette. C'était un choix. Deux êtres, autrefois brisés, choisissant désormais le même endroit pour tout recommencer. La maison qu'ils construisirent n'était pas grande. Elle n'avait ni fenêtres en verre, ni volets peints, ni plancher qui ne craquait pas. Mais elle se tenait solidement sur la crête au-dessus du ruisseau, faite de rondins épais et de terre battue, son toit recouvert d'écorce et de peau pour se protéger de la pluie. Le vieil abri de fortune avait disparu, démantelé poutre par poutre, pour renaître en quelque chose de plus solide. Chaque planche qu'ils posèrent fut touchée par leurs deux paires de mains, chaque pierre du foyer posée ensemble, côte à côte. Clara creusa elle-même la nouvelle cave à légumes, les mains couvertes d'ampoules mais fières. Taïan sculpta le cadre de la porte, y gravant de petits motifs sur le bord, ni tribaux, ni symboliques, juste quelque chose d'uniquement à eux. Quand ils eurent terminé et que la maison fut prête à abriter plus que le silence et la survie, Clara prit un morceau de pin, le ponça jusqu'à ce qu'il soit lisse, et avec la pointe de sa plus petite lame, elle y grava des lettres lentes et soignées. Foyer de Clara et Taïan, où personne n'est laissé pour compte. Elle le cloua elle-même au-dessus de la porte. C'est à la fin de l'été qu'ils trouvèrent l'enfant. Ils s'étaient aventurés plus profondément dans les bois à la recherche de rayons de miel et avaient suivi le son de pleurs. Sous un chariot renversé, à moitié couvert de feuilles, gisait un garçon de 5 ans tout au plus, ses vêtements en lambeaux, une ecchymose sur la tempe, ses yeux si grands qu'il semblait plus vieux que lui. Il ne parla pas pendant 3 jours. Ils le ramenèrent chez eux, lui donnèrent du bouillon chaud, le laissèrent dormir près du feu. Taïan lui laissa de l'espace. Clara lui donnait le nom des choses, le feu, la couverture, en sécurité. Le 4e matin, il attrapa sa main et murmura « Aïna !» Clara se figea, les yeux brûlants. C'était du Comanche. Plus tard cette semaine-là, alors que Taïan était agenouillé pour l'aider à réparer la roue d'un jouet cassé, le garçon marmonna « Pana !» Taïan s'arrêta, puis sourit. « Oui ?» Mais ils ne lui demandèrent jamais d'où il venait, ne le pressèrent jamais de raconter ce qu'il avait vu.
Il suffisait qu'il reste, qu'il finisse par rire, qu'il apprenne l'alphabet que Clara dessinait au fusain sur de l'écorce lissée, qu'il s'asseye entre eux au repas, et que parfois, dans son sommeil, il crie des noms qu'ils ne connaissaient pas. Ils plantèrent du maïs cette année-là, des rangs tordus et obstinés, construisirent un poulailler, chantèrent des chansons sans paroles. Les nuits douces, ils s'asseyaient dehors sous les étoiles, le garçon blotti entre eux, pointant du doigt les constellations tandis que Taïan leur donnait les noms que seul son peuple connaissait. Avec le temps, des voyageurs passèrent, des marchands, des vagabonds, ceux qui n'avaient pas de carte. Certains restaient pour une nuit. Certains laissaient derrière eux des graines, des conseils ou des nouvelles de villes lointaines. Tous étaient nourris, tous étaient en sécurité. La maison sur la crête devint plus qu'un abri. Elle devint un endroit où personne n'était traqué, personne n'était abandonné, personne n'était jugé sur sa peau, son sang ou le poids de son nom. Et chaque matin, quand le soleil se levait sur les arbres, le petit panneau de bois au-dessus de la porte captait la lumière comme une bénédiction. Foyer de Clara et Taïan, où personne n'est laissé pour compte. Les années passèrent comme l'eau, lentes, régulières, creusant de douces vallées dans les rides de leurs visages et de l'argent dans leurs cheveux. La maison sur la crête était toujours là, bien que le temps ait patiné son toit et que le jardin se soit ensauvagé, avec plus de menthe que de maïs. Des oiseaux nichaient sous les combles. La fumée s'élevait de la cheminée chaque matin, et le panneau au-dessus de la porte, bien que délavé, ne s'était jamais fissuré. Foyer de Clara et Tai Yen, où personne n'est laissé pour compte. Un automne, bien après que l'enfant qu'ils avaient élevé soit devenu un homme avec ses propres enfants, un groupe d'hommes du gouvernement arriva à cheval. Leurs bottes étaient cirées, leurs manteaux boutonnés jusqu'au cou, et leurs mots étaient secs, comme s'ils avaient été répétés dans des wagons de train et des salles d'audience. Ils apportèrent des cartes et des promesses, déroulèrent les plans d'une ligne de chemin de fer qui devait passer droit à travers la crête. Cette terre servirait le pays, dit le plus âgé, tapotant le papier d'un doigt ganté. Nous pouvons vous offrir un paiement équitable, Madame May, Monsieur Tai Yen. Le progrès arrivera de toute façon. Clara se tenait sur le seuil, les mains couvertes de farine, l'odeur du pain qui levait s'échappant de l'intérieur. Son dos était droit, ses yeux vifs bien qu'adoucis par l'âge. Elle ne répondit pas tout de suite, se tourna juste légèrement, désignant la maison derrière elle. Ce toit a été assemblé après une guerre, dit-elle calmement. Ces murs ont été bâtis par des mains qui avaient l'habitude de saigner. Les hommes échangèrent un regard. Cet endroit n'a pas été construit sur de la terre, continua-t-elle, mais sur du chagrin et de la grâce. Nous ne vendrons pas cela. Tai Yen apparut à ses côtés, silencieux comme toujours, ses épaules larges malgré sa silhouette voûtée par l'âge. Il regarda les hommes, puis au-delà d'eux, les arbres, le jardin, le sentier que son petit-fils avait tracé avec ses pieds en courant vers le ruisseau. Puis il regarda Clara et il hocha la tête. Les hommes ne restèrent pas longtemps. Une semaine plus tard, ils clouèrent un nouveau panneau à la barrière, juste au-delà du sentier où les fleurs sauvages poussaient obstinément entre les pierres. Gravés dans le bois, les mots « Ni terre indienne, ni terre de blanc, juste une terre aimée ». Et en dessous, de la main soignée de Clara, « Nous avons déjà trouvé ce que nous cherchions ».
Au fil des ans, la maison devint plus qu'un foyer. Elle devint un refuge. Des vagabonds vinrent, des hommes perdus, des fugueurs, des jeunes filles qui ne pouvaient pas retourner d'où elles venaient, un garçon avec une brûlure sur la joue, une femme qui avait enterré trop d'enfants. Chacun n'apportait que sa peine, et chacun était nourri, recevait un lit, apprenait à coudre, à pêcher, à trouver le nord grâce aux étoiles. Certains restèrent, d'autres guérirent et repartirent. Mais tous se souvenaient de la lueur du feu et du couple silencieux qui ne demandait jamais qui ils étaient avant leur arrivée. Clara gardait toujours des herbes à sécher près de l'âtre. Taïen sculptait encore des oiseaux le soir, bien que ses mains aient commencé à trembler. Leur fils adoptif venait souvent, amenant des enfants qui les appelaient Iéna et Pana. Les jours de beau temps, ils s'asseyaient sous le vieux chêne et racontaient des histoires, certaines vraies, d'autres adoucies par le temps. Et chaque nuit, quand la maison était calme, Clara s'allongeait à côté de Taïen, leur dos courbé épousant la forme des années qui les séparaient. Elle posait sa main sur son épaule, ses doigts effleurant la crête d'anciennes cicatrices, et murmurait « Tu m'as rendu bien plus qu'un foyer. Tu m'as donné une vie. » Taïen marmonnait quelque chose en réponse, rarement des mots, juste un son qui signifiait « oui », qui signifiait « je sais », qui signifiait « merci ». Ils ne quittèrent jamais cette crête, et longtemps après leur départ, la maison était toujours debout. Des visiteurs trouvaient le sentier. Ils voyaient le panneau, ni terre indienne, ni terre de blanc, juste une terre aimée. Et certains pleuraient, parce que dans un monde de frontières et de sang, quelqu'un avait choisi de bâtir un foyer fait de miséricorde, de mémoire et d'amour. Si cette histoire a touché en vous une corde sensible, une blessure secrète, si vous avez ressenti le poids du courage de Clara, la profondeur du silence de Taïen et la beauté sacrée d'un foyer construit non par le sang, mais par le choix, alors vous venez de faire un voyage au cœur du genre d'amour que nous célébrons ici chez Wild West Love Stories. Ici, dans la poussière et les étendues de la vieille Amérique, nous racontons des histoires qui sont plus que de simples romances. Nous racontons des histoires de rédemption, de loyauté, dans des lieux sans loi, de mains qui se tiennent après les peines de cœur, des histoires où l'amour ne demande pas la permission, il reste, tout simplement. Si vous croyez que même les endroits les plus brisés peuvent faire renaître quelque chose d'entier, si vous croyez en un amour qui défie les frontières, l'histoire et la haine, alors ne restez pas simple spectateur. Chevauchez avec nous. Abonnez-vous à Wild West Love Stories, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances. Car dans le Far West, l'amour n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine.